Bien, bonjour et bienvenue à cette première session donc, qui est dédiée à la rythmologie et à l'électrophysiologie. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Jacques Gauthier donc, du CNCF avec moi et puis Jérôme Taïeb d'Aix-en-Provence que vous connaissez bien sûr et qui est un rythmologue reconnu en France. Donc, on a une session en effet très dense, hein, avec des topos de 10 minutes chacun. Et je vois que Walid est déjà dans les starting blocks, prêt à démarrer. Eh bien, écoute, Walid, je t'invite à monter sur le podium. Et donc, on va démarrer donc, avec un topo. On va prendre beaucoup de choses, je pense. Où se fait l'activité de rythmologie en France? Merci, Walid. Merci, merci à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme je voudrais vous transmettre ici quelques données liées à notre travail sur le livre blanc. Où on a fait une évaluation à partir du PMSI de l'activité de rythmologie en France sur l'année 2019, en la comparant notamment à 2015 et voir à son évolution. Bien entendu, dans cette évaluation, on n'a pas pris en compte l'année 2020 parce que l'année 2020 c'est l'année du Covid. Et c'est vrai que peut-être qu'entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Je remercie tous ceux qui ont contribué. Il y a un article également dans votre sacoche, dans Annales cardiologie et angiologie. Je remercie Jean-Louis Georges de nous avoir corrigé cet article en plein mois d'août. Je suis désolé de le surcharger en plein mois d'août alors on était tous soit entre des vacances soit noyés à gérer les alertes des pacemakers d'une certaine marque. Enfin voilà. D'abord, je vous ai, indépendamment de ce topo, pour ceux qui ont un smartphone dans la main, si vous n'avez pas répondu à une de nos deux enquêtes, il y a des panneaux à l'entrée des deux salles. On a deux enquêtes, une dans le dépistage de l'AFA, une sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Si vous pouviez y répondre, à l'entrée des salles, vous avez des QR codes à nouveau, et ça promis, ça ne prend que 3 minutes. Alors, l'avenir de la cardiologie hospitalière, c'est ce livre blanc que vous avez vu dans votre sacoche, mais c'est vrai qu'il est lourd, et c'est pour ça qu'on a essayé d'en faire un résumé qui est dans l'article et dans Annales, et également que je vous fais aujourd'hui à l'oral. Donc, on a compté 377 centres qui font de la rythmologie, et sur ces 377, il y en a 196 qui sont des centres hospitaliers. Je vous rappelle que les CH, c'est à la fois ce qu'on appelait avant les centres hospitaliers généraux, les centres PSPH ou les centres militaires. Alors, vous voyez que l'activité de rythmologie se répartit quasiment de manière assez homogène sur la gauche, avec 29% pour les CH, 31% pour les CHU, 40% sur le privé. Alors, si on divise maintenant l'activité de rythmologie par mention, dans ce place un peu avec le nouveau décret, je vais vous reparler dans un moment, vous voyez que le gros de l'activité, c'est quasiment 60%, c'est les pacemakers. Sur les 178 000 actes de 2019, 60% c'était des pacemakers, 7% c'était des défibrillateurs, 16% c'est les ablations, ce qu'on peut appeler les ablations simples, donc sans les ablations dans l'oreillette gauche, et 18% c'est les ablations complexes. Donc ça c'est une vision globale de comment se fait l'activité. Maintenant, si on va regarder un peu plus en détail, alors première information que je vous donne, c'est que l'activité entre 2015 et 2019 a progressé de 9%. C'est vrai qu'on a tous un petit peu cette impression qu'on travaille plus que par le passé, et donc ça se retrouve dans les chiffres, c'est qu'il y a eu 9% plus d'actes, et que cette progression finalement a concerné à la fois les CH, mais également l'ensemble des centres. Donc tous les centres finalement travaillent plus. Alors si on regarde comment se fait la répartition entre le type de centre suivant le type d'acte, vous voyez que quand on regarde les pacemakers, la part là vous avez les CH, c'est 32%, 28% pour les CHU, 40% pour le privé. Et puis, si on regarde les défibrillateurs, on est à 29% pour les CH, 41% pour les CHU et 30% pour le privé. Et puis après, au niveau de l'ablation, l'ablation simple, on reste à 26% pour les CH, 33% pour les CHU, 40% pour le privé. Et c'est là qu'il y a du travail à faire au niveau des CH. C'est vrai que l'ablation de FA est une activité relativement jeune pour nos centres hospitaliers où on n'avait pas d'historique avant les premiers décrets qui nous autorisaient à faire de l'ablation de la FA. On est 18% pour les CH,
37% pour les CHU et 45% pour le privé. Mais ce n'est pas le gros des actes, vous voyez, mais c'est la partie qui progresse le plus. Je ne vous l'ai pas mis la figure, c'est la partie qui progresse le plus, mais vous voyez que le gros des actes, c'est quand même les pacemakers, c'est plus de 100 000 actes, et les ablations, c'est plus de 30 000. Là, vous avez au moins le chiffre exhaustif sur 2019, avec cette progression de 2019 à 2020, entre 2015 et 2019. Alors vous savez qu'il y a ce nouveau décret de cardiologie interventionnelle qui va avoir des conséquences puisque les autorisations sont en cours au niveau des ARS. Vous avez les mentions A. Avant de faire du pacemaker, il n'y avait pas besoin d'autorisation. Et maintenant, pour faire du pacemaker, il faut avoir un minimum de 50 actes, dont minimum 10 diagnostics, c'est-à-dire des actes de pacemaker simple double chambre ou les actes d'électrophysiologie diagnostique. Ça inclut les explorations électrophysiologiques, mais à ma connaissance, ça inclut également les holters implantables. Donc ça, c'est le minimum requis. Pour faire de l'ablation niveau B, donc pour être en niveau B, il faut avoir la coro. Donc on ne peut pas faire de niveau B sans avoir la coro. Donc il faut avoir la coro, plus faire 100 actes, dont 50 ablations. Ce sont les ablations de, on va dire, droite et les ablations de voilante, mais on n'inclut pas dedans les ablations d'une AV. Et puis, les poses de défibrillateurs et de stimulateurs de resynchronisation. Vous voyez, il vous faut minimum 100 actes, dont 50 ablations et 50 DAI ou resynchronisation. Le niveau C, on monte d'un grade. Le niveau C, pour faire le niveau C, il faut avoir le niveau A et le niveau B, plus, donc il faut avoir la coro, il faut faire les 100 actes, il faut faire les 50 flotteurs, les 50 DAI, et en plus, il faut avoir 100 actes d'ablation avec abord transseptal, d'ablation atriale, FA au flotteur gauche. Les ESV et les TV sont hors catégorie, ils ne rentrent pas dedans. Et puis mention D, j'en ai pas beaucoup parlé parce que ça concerne que très peu de centres, c'est les actes on va considérer un risque de plaie cardiaque, et ça inclut les occlusions de l'auricule, les occlusions de l'auricule, certaines ablations congénitales complexes, vous voyez, c'est un petit peu à part, et j'en parlerai pas beaucoup dans ma présentation. Alors on a essayé de faire des simulations sur comment se fait cette répartition aujourd'hui, suivant est-ce que les gens répondent aux critères ou pas. Vous voyez que sur la mention A, vous voyez qu'il y a en rouge, il y a 13% des centres qui sont à moins de 80% du seuil. Donc ceux-là, c'est les centres, on va dire, menacés. Et en orange, c'est les centres qui sont entre 80 et 100% du seuil. La majorité, bien sûr, respecte les critères pour le pacemaker. Et on va dire il y a 91 centres sur les 376 qui sont potentielles difficultés. À ma connaissance, l'objectif de cette démarche de mettre l'autorisation sur le pacemaker, c'est la sécurité. Et donc le fait qu'il y ait, en fait, quand je regarde même dans l'Île-de-France, il y a quelques centres qui font une dizaine de pacemakers et ça me semble logique qu'ils arrêtent. Mais sinon, tous les autres devraient passer au-dessus du seuil. La mention B, vous voyez, c'est avec l'ablation et le DAI, vous voyez quand même qu'il y a un tiers des centres, que ce soit en France ou au niveau du CNCH, qui sont en dessous du 80% et 29% qui sont 80 à 100%. Vous voyez, il n'y a que 40 à 50% des centres qui sont dans les critères déjà pour faire le mention B. Donc ce qui veut dire que mon hypothèse là, c'est qu'il faudra dire aux ARS que c'est quand ils vont vouloir ouvrir de nouveaux centres, pas qu'ils en ouvrent trop, parce que sinon déjà il y en a certains qui sont à la limite du seuil. Et mention C, alors pour faire mention C, il faut avoir le B plus le C. Vous voyez qu'il n'y en a que 54% qui répondent aux critères en France, et que vous voyez qu'au niveau du CNCH, il n'y en a que 26% qui sont dans la zone verte. Vous avez 24% qui ne répondent pas aux critères, 21% qui ont soit l'un ou l'autre, et 24% qui ont l'autre ou l'un. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir les critères pour le B et celui du C, ou avoir l'inverse. Donc vous voyez que là, l'idée, c'est que quand on regarde ces chiffres-là, c'est qu'on se dit que maintenant, avec ces mentions ABC, beaucoup de centres vont demander une autorisation pour ouvrir, parce qu'ils ont déjà la coro et ils veulent mettre des défibrillateurs et des ablations, que je comprends, mais qu'il ne faudra pas en ouvrir trop, sinon, obligatoirement, c'est obligatoirement déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et donc les projections, si on fait des projections, alors sachant que c'est 2019 et qu'entre-temps les choses ont changé, vous voyez qu'au niveau des... Si on devait appliquer strictement les critères en 2019, il y aurait 91 centres sur le mention A qui n'auraient plus l'autorisation de le faire. Vous voyez qu'en mention B, on aurait 80 centres qui pourraient être menacés de ne plus avoir l'autorisation et 54 centres qui ne répondraient pas aux critères. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en théorie, on a même trop de centres. Et quand il ne faut pas, ça veut dire qu'ils en ouvrent trop, même si tout le monde veut une autorisation, ce que je comprends. Et puis, dernière slide pour moi, c'est la partie d'ambulatoire. Alors, je pense qu'après le Covid, beaucoup a changé, parce que ça, c'est les chiffres avant Covid. Vous voyez que l'activité ambulatoire, elle était en 2019 que de 8% des actes
de rythmo se faisait en ambulatoire dans le privé, 7% en CHU et 5% en CH. Mais c'est vrai que moi je suis optimiste sur le fait qu'avec le Covid, le manque de lits, la fermeture chronique de lits, beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, c'était essentiellement donc l'idée, je pense que organiser les choses, cette réforme, ça sécurise les soins, mais qu'il y a des faiblesses, faible part de l'ambulatoire, un maillage territorial très important pour les CH, parce qu'ils couvrent un tiers des besoins, et puis cette réforme, attention, risque de mettre en difficulté un certain nombre de centres, notamment pour les ablations complexes, et je vous remercie de votre attention. Merci Walid. Je crois que c'était extrêmement important d'avoir une photographie de l'état des lieux aujourd'hui en rythmologie. Et c'est vrai que tu as évoqué un sujet sensible, qui est le sujet des seuils. Alors ces seuils avaient été discutés entre le groupe de rythmologie et les différentes instances et qui avaient été bien réfléchis quand même. C'était beaucoup de discussions. Non, je pense que le constat que aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'ouverture de centres. Et je pense que les chiffres que tu nous donnes, c'est quand même important. Je pense qu'il vaut mieux regrouper les forces que de les disperser, parce qu'on fait bien que ce qu'on fait très souvent. Alors je ne sais pas si vous avez une réflexion au niveau du CNCH de regrouper certains centres, même si c'est toujours politiquement extrêmement difficile. Je dirais qu'une réponse, rien que dans mon hôpital. Ils ont le ministre du précédent gouvernement, ils ont annoncé qu'ils vont reconstruire mon hôpital. Super nouvelle, mais moi j'aurais rêvé qu'ils le fusionnent avec un autre. Parce qu'en fait, on va avoir, je prends dans le 93, il y a 3 CH, un CHU, et on va reconstruire un des CH alors qu'on aurait pu en fusionner 2. Voilà, c'est tout. C'est que chacun veut garder sa maternité, son musique, sa salle de choro. Mais j'y crois énormément. Bon, on va enchaîner pour respecter le timing. Donc nous allons aborder la session, la présentation suivante, outils connectés en rythmologie, que dit le consensus ERA, par Stéphane Schumacher. Voilà, merci. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de vous présenter ce consensus IRA paru cette année et qui traite des outils connectés en rythmologie. Comme vous savez, les progrès technologiques des dernières années a permis le développement d'outils médicaux connectés et également l'incorporation dans des objets du quotidien comme nos téléphones et nos montres d'applications médicales permettant de surveiller certaines données de santé. L'idée de ce consensus, c'est de guider le cardiologue en pratique clinique dans la gestion de ces dispositifs et des données qui en sont issues. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Alors, les outils en rythmologie sont basés sur 2 types de technologies. D'une part, la photoplétismographie, qui est un système qui, basé sur un capteur lumineux, va mesurer le flux sanguin à la peau et générer une courbe de pouls, à partir de laquelle est mesurée la fréquence cardiaque et mesurer également la régularité du rythme cardiaque. C'est le système qui est le plus répandu aujourd'hui. En parallèle, on a les systèmes basés sur l'ECG, qui, basés sur au moins 2 électrodes, donnent au moins 2 dérivations. C'est le seul des 2 systèmes qui a une valeur diagnostique. Il faut savoir que toute anomalie diagnostiquée en PPG doit être confirmée par un outil portant un ECG. Alors ça donne de très nombreux outils qui sont disponibles sur le marché, qui varient en fonction de la technologie utilisée, de leur caractère portatif ou incorporé dans certains vêtements, comme les vêtements de sport par exemple, qui varient aussi en fonction de l'endroit du corps sur lequel ils s'appliquent, et pour les outils basés sur l'ECG, qui varient aussi en fonction du nombre de dérivations données. Certains dispositifs mélangent même les 2 technologies. Alors, qu'en penser à utiliser les outils digitaux en pratique d'abord pour documenter et diagnostiquer une fibrillation atriale, mais aussi, et de manière plus générale, pour établir une corrélation entre symptômes et troubles du rythme. L'avantage de ces dispositifs, ce qui fait leur force, c'est qu'ils sont passe-partout. On peut les utiliser quelle que soit la durée et la fréquence des symptômes présentés par le patient, puisque c'est le patient lui-même qui va initier un enregistrement. Et en cas d'arythmie asymptomatique, on va établir avec le patient des moments donnés où il pourra effectuer des enregistrements. Alors, ces dispositifs présentent néanmoins certaines limites. Certaines études mettent en avant 40% de rupture de suivi chez les patients, avec des facteurs favorisants identifiés comme étant une perte de motivation du patient, un handicap physique, en particulier chez les personnes âgées, les empêchant d'utiliser leur outil, des outils qui sont difficiles à utiliser à cause d'une batterie qui ne tient pas la journée, difficilement transportable, des données qui sont difficiles à traiter et à envoyer. C'est pourquoi le consensus insiste sur le fait que l'engagement du patient est indispensable. Il faut respecter une checklist avant de proposer au patient ce type de démarche diagnostique. Il faut que le patient soit motivé. Il faut qu'il soit à l'aise avec la technologie. Il faut ensuite l'aider à choisir un outil qui sera adapté
à ses capacités et à ce qu'on recherche chez lui, un outil qui est adapté à son budget et qui traite les données de manière sécurisée. Il faut également l'éduquer, lui et son entourage, sur la manière dont on enregistre un tracé, de manière à obtenir des tracés le moins parasités possible, et se mettre d'accord avec le patient sur un plan de surveillance. Il faut se mettre d'accord avec lui sur la fréquence et la durée des enregistrements, quand est-ce qu'il va nous les transmettre, et comment, est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est par téléphone. Et l'idée générale, c'est d'intégrer le patient dans un parcours de soins structuré qui est adapté à la pathologie que l'on recherche. Alors, appliquer en pratique clinique, lorsqu'on applique ces outils ont un réel intérêt dans le dépistage de la fibrillation atriale qui, vous le savez, est un véritable enjeu de santé publique. La prévalence de l'AFA est en constante augmentation avec la population qui vieillit. 30% des FA sont asymptomatiques, ce qui augmente le risque d'AVC. On sait également qu'un contrôle du rythme précoce réduit la mortalité, le risque d'AVC et les hospitalisations pour cause cardiovasculaire. Le consensus propose de faire un screening systématique, c'est-à-dire un screening actif chez certains groupes de patients. Donc ça passe par certains outils, et notamment les outils digitaux, chez tous les patients ayant un antécédent d'AVC, chez tous les patients de 65 à 74 ans avec au moins une comorbidité parmi diabète, hypertension, obésité, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, apnée du sommeil, BPCO, et chez tous les patients de plus de 75 ans avec une recommandation de grade 1, ce qui évolue par rapport aux recommandations ESC de 2020 sur l'AFA qui est positionnée en 2. Chez les patients de 65 à 74 ans sans comorbidité et chez les patients de moins de 65 ans avec une comorbidité, on fait un screening opportuniste, c'est-à-dire qu'on va profiter des visites paramédicales et médicales du patient pour rechercher l'AFA. Alors ça peut aller de la palpation du pouls à la réalisation d'un électrocardiogramme. Les outils digitaux peuvent aussi avoir leur intérêt dans ce type de screening. On peut rechercher l'AFA avec les deux technologies, mais en cas de AFA suspecté en PPG, il faut confirmer le diagnostic par un outil basé sur l'ECG. Il faut idéalement réaliser un screening prolongé et ou répété afin d'améliorer la performance diagnostique de ces dispositifs. Et en cas de FA détecté, il faut la confirmer par un médecin qui va relire les tracés et confirmer le diagnostic. Bien sûr, en cas de FA confirmé, la FA est prise en charge selon les recommandations en vigueur. Alors, en dehors de l'intérêt de dépister et de traiter précocement la FA, on peut imaginer d'autres types de stratégies de suivi chez les patients avec fibrillation atriale basées sur les outils digitaux, comme par exemple chez les patients chez qui l'on découvre une fibrillation atriale, on peut suivre leur fréquence cardiaque en téléconsultation, optimiser le traitement de fond en téléconsultation, voir quand le patient se réduit et si ce n'est pas le cas, lui proposer une cardioversion. De même, chez les patients suivis au long cours pour une fibrillation atriale qui est connue, on peut en téléconsultation adapter le traitement de fond afin d'optimiser la qualité de vie du patient. Enfin, chez les patients qui ont bénéficié d'une ablation de fibrillation atriale, ces dispositifs ont également un intérêt pour rechercher une récidive au cours du suivi. Alors, appliqués aux arythmies ventriculaires, les choses sont un peu moins claires. Ces outils ne sont pas conçus pour détecter des TV, il n'y a pas d'algorithme dedans conçu pour diagnostiquer des tachycardies à QRS large. Donc, les moyens basés sur l'ECG doivent être privilégiés. Et en cas de tachycardie à QRS large, une évaluation cardiologique immédiate doit être réalisée. Il existe des cas décrits dans la littérature de TV mis en évidence grâce à ce type de dispositif, comme par ici une TV infundibulaire qui a ensuite été confirmée en exploration électrophysiologique. Quoi qu'il en soit, les outils connectés sont un moyen complémentaire de surveillance si la tachycardie est bien tolérée. Concernant la population de patients avec introduction d'antiarythmiques, on manque de données. Et certains outils sont validés par la FDA pour l'analyse du QT, comme le Biotel de Philips et le Cardiaband 6 dérivation de Lifecore. Et l'équipe de Bordeaux a montré en 2020 qu'il était possible, avec un dispositif une dérivation, en multipliant les dérivations réalisées, de mesurer un QT de façon aussi précise que sur un ECG 12 dérivations. Donc ces outils avec ECG sont tout à fait possibles dans ce type de population, mais en cas d'anomalie, il faut quand même confirmer avec un ECG 12 dérivations. Concernant les cardiopathies héréditaires, ces outils basés sur l'ECG peuvent avoir un intérêt pour l'aide au diagnostic. L'équipe de Bordeaux a montré cette année qu'avec un outil, une dérivation, on pouvait, en multipliant les dérivations réalisées et en réalisant des dérivations spécifiques comme le lien pour le Brugada, on pouvait mettre en évidence des patterns caractéristiques de cardiopathie héréditaire, des patterns électrocardiographiques, ce qui permettait de mettre en évidence par exemple un Brugada, une CMH ou un QT long. Concernant les patients avec syndrome de QT long, ces outils peuvent être utilisés, s'ils sont validés pour le QT, pour évaluer des périodes à risque comme l'introduction de médicaments interférant avec le QT, des périodes infectieuses, et apprécier l'efficacité d'un traitement protecteur. On peut s'attendre dans les années à venir à une amélioration de la précision des algorithmes et de l'intelligence artificielle, ce qui permettra peut-être d'avoir des diagnostics automatisés sans nécessiter la relecture d'un médecin. On peut également imaginer des systèmes de plateformes télédiagnostiques
qui permettront de trier les données envoyées par ces dispositifs et d'orienter vers le cardiologue uniquement les patients avec arythmie confirmée. Enfin, il existe de nouvelles technologies qui se développent, comme la vidéoplétismographie, qui, comme dans cet exemple, permettait de dépister la fibrillation atriale chez des patients qui attendaient en salle d'attente de consultation. En conclusion, les outils diagnostiques sont un atout majeur dans l'arsenal diagnostique en rythmologie aujourd'hui. De nombreux outils sont disponibles, il faut choisir celui qui est adapté au patient et à la pathologie suspectée. Je vous invite à regarder le tableau 2 de ce document qui détaille 29 dispositifs, qui précisent la technologie sur laquelle ils sont basés, les indications pour lesquelles les algorithmes ont été validés et les références bibliographiques en rapport. Et bien que la PPG soit la technologie la plus répandue et la moins chère pour nos patients, il ne faut pas oublier que seul un tracé ECG, avec un dispositif basé sur l'ECG, permet d'établir un diagnostic encore aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur le sujet qui vient d'être traité? La vidéoplétismographie, ça va vraiment arriver dans la salle d'attente, c'est ça? Je sais pas. En tout cas, c'était intéressant de voir que c'est des outils qui se développent. Après, bien sûr, ça pose des questions de jusqu'où on va pour dépister ce type de pathologie. Que le patient, en théorie, soit d'accord pour qu'il se sache chez lui. Mais il faudra quand même valider par un électrocardiogramme. Oui, parce que ça reste basé sur la PPG. Et après, on a toujours le problème de la monopiste. Je ne sais pas si des gens travaillent sur la capacité d'avoir, je ne sais pas comment, une deuxième piste sans être obligé de changer d'endroit. Il y a des travaux là-dessus, non? Je ne sais pas. Pas à ma connaissance. Une des solutions, c'est de porter deux montres. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Donc maintenant, nous allons changer de sujet et je pense que nous allons parler des nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie sur la mort subite et les prises en charge des arythmies ventriculaires. Donc ce qui change après le SCE, c'est Soufiane Akash de Josini qui va nous faire la synthèse de ce document de 192 pages en 10 minutes. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir confié cette présentation qui est mort subite et arythmie ventriculaire, ce qui change après le SCE 2020. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro parce que j'ai peur qu'on ne vous entende pas très bien. Merci. Il faut savoir que les recommandations de l'ESC de 2022 dans la gestion des troubles du rythme ventriculaire et la mort subite ont été particulièrement riches avec quasiment 136 nouvelles recommandations et 20 mises à jour. Je n'aurai pas le temps en 10 minutes de tout dire, mais j'ai essayé de faire une petite relecture des points qui m'ont paru les plus importants. Alors, qu'est-ce qui change dans notre pratique quotidienne après les recommandations de l'ESC 2022? Donc, en premier, la stratification, cette notion de stratification de risque de mort subite. Donc, depuis l'étude MADIT, on sait très bien que cette stratification a été basée quasiment uniquement dans les cardiopathies sur la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et bien, la grosse nouveauté de ces recommandations, c'est l'inclusion d'autres critères de stratification de risque. En particulier les études génétiques qui trouvent leur place dans les cardiomyopathies dilatées, en particulier chez des patients qui sont jeunes, de moins de 50 ans, avec des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, en cas de mort subite récupérée ou non récupérée chez des apparentés de premier degré, en cas d'histoire familiale de cardiomyopathie dilatée, mais également dans la cardiomyopathie hypertrophique, c'était connu jusque-là, mais désormais ça fait partie de la stratification de risque dans ces nouvelles recommandations. Également l'IRM myocardique avec la notion de rehaussement tardif, longuement attendu et validé par les études jusque-là, qui apparaît finalement dans les recommandations pour stratifier le risque dans la cardiomyopathie dilatée, hypertrophique et la sarcoïdose. Ces recommandations ont été également marquées par le retour de la stimulation ventriculaire programmée, qui a été abandonnée jusque-là, malgré qu'il n'y a pas eu de nouvelles études la validant. Mais on la voit retrouver sa place dans la cardiopathie ischémique dilatée, la dysplasie arythmogène du VD, le syndrome de Brugada et également la sarcoïdose. Donc après la stratification de risque, ces recommandations ont également changé notre pratique quant à l'implantation des défibrillateurs cardiaques. Donc dans la cardiopathie ischémique, on a vu apparaître des nouvelles recommandations chez les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 30% et qui sont quasiment asymptomatiques, et chez des patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 40% avec des troubles de l'excitabilité ventriculaire s'ils sont inductibles par la stimulation ventriculaire programmée.
Grosse nouveauté cette année, c'est l'indication de défibrillateur cardiaque dans les suites d'une mort subite récupérée suite à un spasme coronaire. Cette cause était jusque-là considérée comme réversible et donc n'était pas tributaire d'une implantation de défibrillateur. Pour la cardiomyopathie dilatée, on voit bien que la fraction d'éjection du ventricule gauche n'est plus l'unique critère pour implanter un défibrillateur et on voit apparaître des facteurs de risque. Ainsi, l'implantation du défibrillateur est recommandée en classe 2A pour les patients qui ont une dysfonction VG de moins de 50% avec au moins 2 facteurs de risque parmi les suivants: la syncope, le rehaussement tardif à l'IRM, une TV inductible à la stimulation ventriculaire programmée ou certaines mutations génétiques. Et bien sûr, c'était attendu, on va reculer la recommandation d'implantation en prévention primaire basée uniquement sur la fraction d'éjection inférieure à 35% suite aux résultats de l'étude d'Anish. Pour la cardiomyopathie hypertrophique, il y a le calcul de risque, le calcul de score de risque de mort subite qui est désormais maintenant associé à d'autres facteurs de risque décrits dans ces recommandations. Donc quand on a un risque intermédiaire, le défibrillateur est recommandé si on a un rehaussement tardif assez étendu, supérieur à 15% de la masse ventriculaire gauche. Si on a une fraction d'éjection inférieure à 50%, une chute de pression artérielle à l'effort, un anévrisme apical et comme on m'en a dit tout à l'heure, une mutation génétique sarcomérique. Pour la myocardite, comme le spasme coronaire, une surprise parce que la myocardite aiguë était considérée, pareil jusque-là, comme cause entièrement réversible à la mort subite cardiaque. Ça change au niveau de ces recommandations et désormais la myocardite aiguë pourrait constituer une étiologie ou une indication d'implantation d'un défibrillateur cardiaque en prévention secondaire avant la sortie de l'hôpital. Bien évidemment, la survenue de troubles du rythme ventriculaire sur des séquelles de myocardite constitue une recommandation de classe 2A. La sarcoïdose a pris sa place aussi dans ces recommandations. L'indication de défibrillateur a gagné en recommandations quasiment en tout, pour la prévention primaire chez les patients ayant une dysfonction VG, en prévention secondaire ou chez les patients qui ont une indication d'implantation de pacemaker. Et en nouvelle recommandation, on a les patients qui ont une sarcoïdose sans dysfonction VG, mais avec un rehaussement tardif considérable à l'IRM cardiaque. Dans la dysplasie arythmogène du VD, la dysfonction modérée du ventricule gauche ou droit, associée avec une tachycardie ventriculaire non soutenue ou une inductibilité d'une TV à la SVP, constitue une indication, une recommandation de classe 2A pour l'implantation d'un défibrillateur. Le gilet défibrillateur garde sa place dans ces recommandations, que ce soit dans la prévention primaire en post-infarctus ou secondaire en attendant l'implantation définitive d'un défibrillateur, malgré les résultats négatifs de l'étude VEST. Et je voudrais parler de ces 2 petits points qui m'ont paru assez importants dans ces recommandations. C'est la notion de réversibilité de l'étiologie d'une mort subite cardiaque récupérée. Donc on voit que ça devient une notion un peu subjective et relative et on laisse la place au jugement personnel au cas par cas selon les patients. Et deuxième point, c'est les implantations des défibrillateurs en prévention primaire chez les sujets âgés, un sujet assez embêtant. Parfois, on est devant un sujet âgé qui a des comorbidités mais qui ne présente pas de réelle contre-indication à l'implantation d'un défibrillateur. Dans ces recommandations, on a une petite parenthèse pour nous dire que s'il nous paraît raisonnable de ne pas implanter un défibrillateur, on pourrait surseoir à cette indication dans certains cas. Donc en plus de l'implantation des défibrillateurs cardiaques, il y a l'ablation par radiofréquence qui a pris largement sa place dans ces recommandations. Je ne pourrais pas tout citer, mais les indications qui m'ont paru assez importantes sont dans la cardiopathie ischémique chez les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 40% et qui présentent une tachycardie ventriculaire soutenue bien tolérée. Et bien désormais, maintenant, on pourrait leur faire une ablation par radiofréquence et surseoir à l'implantation d'un défibrillateur cardiaque si l'ablation est réalisée dans de bonnes conditions avec de bons résultats. Dont les tachycardies ventriculaires et les extrasystoles ont l'absence de cardiopathie structurelle, l'ablation a toute sa place en recommandation classe 1 pour les foyers venant de la chambre de chasse du ventricule droit ou de la branche gauche, 2A pour le reste des foyers et même en 2B pour les extrasystoles ventriculaires ou les TV asymptomatiques qui sont assez répétitifs dans la journée.
la recommandation d'ablation de SV dans la cardiomyopathie rythmique passe de la classe 2A à la classe 1. Pour la cardiomyopathie hypertrophique, en cas de trouble du rythme ventriculaire avec échec de traitement médical, ce qui est assez fréquent dans la pratique clinique, l'ablation par cathéter a avancé dans les recommandations d'une classe 2B à la classe 2A. Donc je ne peux pas finir cette présentation sans vous parler de ces algorithmes décrits dans ces recommandations, des algorithmes tirés de situations réelles assez claires, et en particulier en cas de mort subite récupérée ou pas. Donc pour la mort subite récupérée, on dispose d'une panoplie d'examens, commençant par le CG, l'échographie cardiaque, le scanner cérébral, les prises de sang, la coronarographie, l'IRM myocardique et même les coronarographies avec test de spasme coronaire. En tout cas, il faut tout faire pour trouver une étiologie. Et en l'absence d'étiologie, le diagnostic de fibrillation ventriculaire idiopathique serait retenu. Et en cas de mort subite non récupérée, malheureusement, il faudrait tout faire, jouer les détectives pour avoir une étiologie, en passant par l'autopsie. On insiste beaucoup sur l'autopsie dans ces recommandations. Les tests sanguins, la recherche de toxiques, les tests génétiques, le but, c'est de trouver une étiologie et de pouvoir screener les apparentés de premier degré. Donc pour conclure, ces recommandations longuement attendues étaient assez riches et surprenantes, surtout en matière de stratification de risque. Donc on est sorti de ce dogme de la fraction d'éjection et uniquement la fraction d'éjection du ventricule gauche. Il y a plus d'indications pour le défibrillateur, malgré tout, à part quelques exceptions. Il y a beaucoup plus d'ablations. Je n'ai pas tout cité, mais on a l'impression que quasiment tout est accessible à l'ablation. Et vous l'avez bien compris, il faut avoir un diagnostic étiologique à tout prix en cas de mort subite récupérer ou pas pour prévenir les récidives chez le patient ou les apparentés. Merci beaucoup pour cette remarquable synthèse de ce document qui est très gros, pas toujours très facile à lire, je reconnais, hein, mais qui apporte de nouvelles données. Est-ce qu'il y a une question pour Sophia ? Moi, j'étais quand même assez surpris, mais ce n'était pas étonnant, par la place de l'imagerie aujourd'hui. On a vraiment on parle toujours de Heart Team pour les valvulopathies, mais là, on se rend compte que pour la rythmologie, ça devient le cas. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, sur des cardiomyopathies non ischémiques, est-ce que vous faites systématiquement des IRM et est-ce que vous pensez qu'il faut le faire maintenant systématiquement, une IRM, pour stratifier le risque ? Oui, tout à fait. Dans notre centre, on fait systématiquement une IRM myocardique en l'absence d'une cause ischémique. Et ça nous donne souvent des informations. Et puis pour la stratification des risques, pareil, même avant, quand on était embêté chez les patients qui ont moins de 35%, qu'on n'a pas envie forcément d'implanter, si on a plus de fibrose ou si on a des choses à l'IRM qui nous disent qu'il y a quand même un substrat arythmogène, on serait plus amené à surveiller ou implanter ces patients-là plus que d'autres. Il y a également la génétique qui est très préconisée, classe 1 dans un grand nombre de pathologies. L'accès en France à la génétique, est-ce que c'est compatible avec ces recommandations ? Je pense qu'en ce moment, c'est un peu difficile de faire des tests génétiques pour toutes les cardiomyopathies dilatées chez les sujets jeunes. On en voit beaucoup et on n'a pas forcément cette mentalité d'adresser les patients pour des tests génétiques. Pour la CMH, c'est déjà acquis, mais pour les cardiomyopathies dilatées, non. En plus, il y a très peu de centres de tests génétiques. En Ile-de-France, il n'y en a pas beaucoup. Et vu le nombre de patients, ça me paraît pour l'instant plus théorique que pratique. C'est vrai qu'il faut en effet que ce soit des centres de compétences ou de référence qui font ce diagnostic et ce n'est pas toujours très facile. En tout cas, le message que moi je voudrais faire passer, c'est que si vous avez un patient jeune, alors jeune, là ils ont dit moins de 50 ans, ça peut se discuter, mais qui a des troubles de conduction, il ne faut pas se contenter de lui implanter un pacemaker, il faut chercher d'autres choses, la sarcoïdose, il faut éventuellement rechercher une histoire familiale et faire des tests génétiques, parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui n'était pas dans notre pratique toujours quotidienne. On implantait le pacemaker et puis on suivait les patients, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Très bien. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup. La rythmologie est hexagonale et donc de Rennes, Paris, maintenant Marseille, pour Maxime Guénoun, qui va nous parler des interférences et prothèses implantables. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour ce sujet pour lequel je n'ai pas de conflit d'intérêt et qui est un vaste sujet, donc c'est un défi de vous le présenter.
Les interférences, c'est un problème quotidien pour les porteurs, pour les patients, pour les praticiens, pour ceux qui ont à intervenir. Donc c'est important d'avoir quelques notions. D'abord, ça se rencontre de façon extrêmement fréquente dans le contexte domestique, plaques à induction, téléphone mobile, mais également dans la vie collective, hein, les portiques notamment. Plus spécifique dans le milieu médical, eh bien, la chirurgie, l'IRM et la radiothérapie. Enfin, on peut avoir aussi donc un problème d'interférence dans le contexte professionnel. Les interférences, vous le savez, ben, c'est finalement des signaux qui sont perçus par le device et qui viennent interférer et agir sur la détection. Et la conséquence la plus ancienne, la plus connue, ben, c'est de pouvoir inhiber le stimulateur cardiaque et donc évidemment produire des effets délétères chez des patients qui sont dépendants. Alors, quelles sont les plus dangereuses? Eh bien, c'est quand même dans le contexte médical. Hein, nous verrons la chirurgie, l'IRM, la radiothérapie. Les risques dépendent sur un plan du fonctionnement des sources. Et les sources, ça veut dire l'intensité, la puissance d'émission, les modulations, les bandes de fréquences, tout ça, même s'il y a aujourd'hui des progrès des prothèses et des filtres, ça reste problématique. Ce qui est très très important et qui module cet effet-là, c'est la distance entre la source et le défibrillateur évidemment. Et il est très important d'être à distance de ces sources pour être protégé. Enfin, il y a des normes qui évoluent donc dans la construction et des normes européennes qui sont proposées et des progrès qui sont faits au niveau des filtres qui évidemment permettent d'éviter un certain nombre d'interférences. Et puis, il y a des distances recommandées qui sont calculées, et notamment, par exemple, pour le téléphone portable, eh bien, une exigence qu'il n'y ait pas d'interférence pour au-delà de 33 cm. Alors, quelles sont les conséquences? Elles sont classiques. Pour un stimulateur cardiaque, c'est avant tout l'inhibition. Ça peut être la réversion si la durée de l'interférence et l'intensité de l'interférence est importante. Et ça peut aller jusqu'à des dommages. Mais le plus souvent, on le sait, hein, lorsqu'il y a une interférence, elle est assez courte. Et donc, on arrive exceptionnellement à ce type de dommage. Pour un défibrillateur, ben, c'est classique, c'est de leurrer le défibrillateur avec une surdétection et d'entraîner évidemment des chocs inappropriés. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, tout d'abord les protections. Alors, les protections, elles viennent du côté de la construction, on l'a dit. Ce sont les filtres, mais avant tout, il y a quelque chose qui est simple, c'est d'avoir une détection qui est bipolaire sur des pôles qui sont rapprochés et donc qui évite d'avoir la perception de tout un environnement. Il y a des progrès qui sont faits donc au niveau des connexions, au niveau du matériel lui-même, des boîtiers. Et puis, il y a ce que l'on peut faire, c'est éviter les sources quand c'est possible. Et puis, c'est justifié, maintenir éloigner ces sources. Et les champs, on l'a dit, sont en général réversibles, intermittents et finalement dans le quotidien amènent assez peu de problèmes. Donc on rencontre beaucoup ce type de situation, mais le risque est généralement faible. Ce qui est recommandable et ce qui ne doit pas poser de problème, c'est effectivement de respecter une certaine distance vis-à-vis du téléphone portable, vis-à-vis des différents bricolages. Les hommes aiment bien un certain nombre de matériaux, ils nous posent la question d'outils à la consultation, les fameuses plaques à induction, voilà. Et puis de temps en temps, il faut discuter, se mettre en situation, voire même provoquer la situation, ce qui n'est pas évident. Mais bon, on peut aussi tester, notamment dans l'environnement professionnel, de manière spécifique les choses. En vérité, au quotidien, le risque le plus dangereux est ce qui nous est soumis avec des difficultés particulières parce qu'il y a une frilosité des radiologues et je ne sais pas comment vous le vivez, mais en fonction des radiologues, ben, vous avez un refus pur et simple. Et puis, ils ne sont pas tous formés, équipés. Et puis, les IRM, ça se pratique des fois dans des pavillons loin de tout. Enfin, c'est compliqué. Et donc, c'est une des situations qui est le plus complexe. Et là, le consensus permet d'avoir un algorithme un peu complexe à détailler, mais qui donne quand même pas mal de clés. Et vous voyez qu'en termes de stimulateur cardiaque, donc, ce qui est important, c'est avant tout la dépendance. Et lorsque le patient est dépendant, ben, il y a une reprogrammation quand elle est possible à faire avec, vous le savez, classiquement un rythme au-dessus pour qu'il n'y ait pas de compétition, une sortie qui est importante, toujours du bipolaire et une activation de la réponse magnétique. Et bien là, on peut faire donc
l'IRM, et puis ensuite ne pas oublier de reprogrammer évidemment les choses de manière antérieure. Et puis lorsque le patient n'est pas dépendant, eh bien là il y a la reprogrammation qui est possible avec différents modes de reprogrammation, et de la même manière donc revoir la stimulation cardiaque pour remettre la programmation initiale. Alors ça concerne maintenant les patients pour l'IRM également qui ont des défibrillateurs qui soient resynchronisants ou pas. Et donc là, on repart sur un même schéma. Ça dépend de la dépendance vis-à-vis de la stimulation cardiaque. Alors, je vais assez vite, mais vous pouvez télécharger ces choses-là sur le site et elles sont extrêmement pratiques. Là également, lorsqu'ils sont dépendants, bien, il faut avoir recours à une programmation sur le même type, la sortie, le bipolaire et le rythme. Et puis, il faut surtout penser évidemment à inactiver les thérapies antitachycardiques et puis faire donc l'IRM rapidement derrière et puis remettre les programmes. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, la visite de contrôle, eh bien, peut-être peut ne pas être faite dès lors qu'il y a des systèmes maintenant automatiques de détection du champ magnétique qui permettent donc au système de switcher vers le mode IRM et de revenir directement au mode antérieur. Donc ça, c'est aussi un progrès dans les défibrillateurs qui permettent ce genre de choses. Lorsque le patient n'est pas dépendant, il y a aussi toute une reprogrammation et notamment, bien entendu, d'inactiver la thérapie antitachycardique. Une autre situation qui est moins complexe finalement, elle est extrêmement fréquente, mais les anesthésistes sont moins frileux, sont plus cool vis-à-vis de cette situation, mais ça reste néanmoins une situation dangereuse, c'est le bistouri électrique. Alors, c'est un problème quand les patients sont stimulodépendants toujours. Les patients âgés et puis les batteries qui sont faibles, ça aussi, ça reste un problème. Il faut contrôler les seuils avant et après une intervention. Et pour les défibrillateurs implantables, il faut programmer le système antitachycardie off, et puis éventuellement, ils ont souvent recours à l'aimant, mais encore faut-il que le champ opératoire le permette et qu'on n'ait pas une proximité avec le défibrillateur. Là aussi, vous avez un algorithme qui vous donne les éléments aussi bien en cas de stimulateur cardiaque, et là aussi avec au départ une discrimination entre les patients dépendants et les patients non dépendants. Voilà, globalement, la distance est extrêmement importante et dès lors qu'on s'adresse par exemple à une chirurgie qui est sous la crête iliaque, il n'y a quasiment pas de problème et de nécessité de reprogrammation. Voilà, tout dépend de l'utilisation du bistouri électrique. Évidemment, ces patients doivent être monitorés. Et puis le bistouri électrique, c'est vrai qu'on peut avoir recours à des séquences de bistouri électrique qui sont extrêmement courtes et donc l'interférence peut être extrêmement courte et de ne pas mettre en danger le patient. Alors là aussi, donc des évaluations et des algorithmes qui sont proposés et que je vous laisse vérifier. La radiothérapie, c'est quelque chose qui est moins connu, mais qui peut être extrêmement aussi délétère sur le stimulateur. Évidemment, il faut que le stimulateur soit hors du champ de la radiothérapie. Ça m'est arrivé rarement, mais d'intervenir sur des cancers du sein, hein, où on nous demande, surtout le stimulateur, il est un peu descendu, de replacer le stimulateur ailleurs lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Donc il doit être hors du champ. Là aussi, c'est à discuter avec le radiothérapeute, hein, parce que la distance est importante. Et donc il faut surveiller, contrôler les paramètres de ces patients. Alors en fonction de l'intensité et de la proximité, il faut contrôler soit chaque semaine, soit vérifier évidemment toujours le stimulateur avant la radiothérapie et en fin de cycle de la radiothérapie. De toute façon, cette visite avant une IRM, avant une chirurgie et avant une radiothérapie, elle est impérative pour évaluer le risque en fonction de la localisation, des champs utilisés, de l'état de la batterie, de l'état des sondes, des seuils. Et donc, il est extrêmement important que ces patients soient vus en milieu spécialisé, quelle que soit la situation envisagée. Alors, vous avez pour finir donc une checklist qui est extrêmement bien faite dans ce consensus. Vous avez également des flowcharts pour chaque situation. Quand on va à l'IRM, eh bien, on peut télécharger cette chose-là et cocher au fur et à mesure. Donc, patient dépendant, état de la batterie, état des sondes, état des seuils, etc. et qui permettent de ne pas partir à l'aventure.
Donc finalement, en conclusion, je dirais que ce n'est pas un problème dans les interférences au quotidien. On attend quand même des progrès encore des industriels sur la reconnaissance finalement des signaux, qui sera quelque chose d'extrêmement important, parce que dès lors qu'on pourra discriminer un signal parasite d'un signal cardiaque, et là c'est de la reconnaissance de forme, c'est un travail informatique, eh bien on va s'affranchir de tout ce qui est au quotidien. Et puis donc, il va rester le fait d'être délétère, et ça c'est l'IRM ou le bistouri électrique, et là les précautions vont demeurer. Merci. Merci beaucoup Maxime d'avoir fait ce rappel. D'Ivoire, actuellement, les interférences nourrissent un petit peu l'imaginaire et s'introduisent dans les romans policiers. Alors, fiction ou réalité, la mort sur ordonnance? Ah oui, c'est vrai qu'on voit même un petit peu des romans et de la littérature là-dessus. Non, c'est aujourd'hui une fiction, hein, et c'est ce que nous répondent les industriels. Il n'est pas possible de s'infiltrer, de reprogrammer, etc. Mais le fantasme reste, je crois. Donc il y a toujours un doute qui persiste. Et c'est vrai que certaines alertes, enfin des fois les messages ne sont pas... Voilà. Mais globalement, normalement, c'est de la fiction. Donc, aujourd'hui, c'est pas possible, on va dire. Aujourd'hui, c'est pas possible. Quand on voit comment certains systèmes hospitaliers d'information ont été hackés, on peut se poser des questions. Moi j'ai un petit souci avec mes radiologues, ils sont très gentils, hein, mais c'est quand j'ai un patient qui a des sondes IRM compatibles, un boîtier IRM compatible, mais c'est pas la même marque. Il y a un mélange de sondes, etc. Et là, stricto sensu, il y a une contre-indication à l'IRM, ce que je ne partage pas du tout. Comment tu gères ça, toi, en pratique? Est-ce que tu arrives à les convaincre? Dans cette situation, parce qu'effectivement, elle est présentée dans les recommandations comme quelque chose de borderline et pour lequel il ne faudrait pas. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail des sondes abandonnées, de tout ce système, là, ça c'est autre chose. Mais normalement, il faut que l'ensemble du système soit compatible. Alors, je suis un peu comme toi, je pense que ça passe. Après, c'est un dialogue quotidien avec les radiologues. Et c'est vrai que si on n'est pas tout à fait sur le champ, si ça dépend des conditions du patient, moi j'aurais tendance à donner une autorisation, mais des fois c'est un non du radiologue et je suis obligé de demander aux patients d'aller vers des centres de radiologie amis pour lesquels ma relation de confiance est plus importante et qui acceptent de faire l'IRM. Je suppose qu'on négocie, non ? Ouais, juste pour info, il y a le site IRM Compatibilité fait par le groupe Ritmoula SFC qui est mis à jour par les constructeurs, parce qu'en fait c'est le site des constructeurs finalement. Tous les mois ils le mettent à jour et ça permet de dialoguer avec nos radiologues pour leur dire voilà, regardez, au moins c'est possible de le faire puisque c'est écrit. Voilà, c'est juste bon à savoir, il suffit de taper IRM Compatibilité. Ils vont tomber dessus direct. C'est négociation, hein, voilà. Puis l'exigence des fois d'avoir le cardiologue sur place, quoi. Ça aussi c'est la condition des fois qu'on nous met. C'est pas toujours évident. Une question, je crois que la question la plus fréquente que j'ai moi en termes d'interférence, alors c'est pas le téléphone, c'est les. Ah, je vous pose. Je termine. Et donc c'est pas le téléphone, c'est les plaques à induction. Ça fait peur. Alors que bon, il faut vraiment être dessus. Allez-y. Et le micro-ondes, mais je leur dis qu'on rentre pas dedans, donc il n'y a pas de problème. Merci pour la belle présentation. J'ai juste une question concernant l'environnement. Pour la sécurité du patient, on sait que quand on reprogramme nos pacemakers, nos défibrillateurs, il y a toujours un risque hypothétique quand on met en DO d'entraîner une EV ou quand on met de la tachy off. Parfois, il n'y a pas de monitorage à l'intérieur de l'IRM parce qu'il n'y a pas de matériel IRM compatible. Est-ce que c'est le même problème qui existe partout? Est-ce que, voilà. Dans les recommandations, mais ça aussi c'est peut-être un vœu pieux, on dit qu'il faut s'adresser à des équipes IRM qui ont une formation spécifique à cela et qui ont des possibilités de monitoring. Alors ne pas monitorer ces patients lorsqu'on a mis le tachycardie off, ça paraît aberrant quand même. Hein. Et voilà, c'est compliqué. Hein. Au quotidien déjà d'obtenir une IRM pour ces patients-là, c'est compliqué. Alors quand on l'obtient... Et puis, bon, quand on est asynchrone, vous savez qu'il faut programmer chez les patients dépendants le patient au-dessus de la fréquence, et puis bon. Oui, autre chose, sur la radiothérapie, est-ce qu'ils ont parlé de l'intérêt de la télécardiologie? Parce qu'en fait, c'est des effets retard. Est-ce que quand on fait sa radiothérapie et qu'on veut continuer à suivre le patient, plutôt que de le faire venir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on peut avoir une télécardiologie tous les jours? Est-ce que ça a été mentionné dans les guidelines, non? Alors, je ne sais pas.
De mémoire, là je ne me rappelle pas, peut-être que Christophe lui le sait, mais c'est vrai que c'est une opportunité de vérifier les seuils et la batterie qui sont les éléments sensibles dans la radiothérapie. Mais oui, je pense que c'est vrai que ça rend service quand même c'est des cas rares, mais la radiothérapie c'est particulier parce qu'il y a un effet un petit peu... Alors dans la radiothérapie, on classe les patients à faible risque, moyen, risque intermédiaire et risque élevé, et on dit que ces patients à risque élevé, par la situation, par la radiothérapie, par leur dépendance, etc., doivent avoir une surveillance hebdomadaire, idéalement, mais maintenant, je dirais, nos patients, même avec des stimulateurs cardiaques, qui sont monitorés à distance, non? C'est vraiment une discussion avec le radiothérapeute parce qu'il y a la localisation et le niveau d'énergie qu'ils utilisent. Et ça, je crois que vraiment dans les cas un peu sensibles, notamment alors chez les patients dépendants, moi je suis quand même assez conservateur et je les revois régulièrement. Souvent une fois par semaine quand même pour m'assurer que tout va bien. Voilà, merci beaucoup Maxime. Voilà. Alors vous n'avez pas osé le demander, mais Christophe Leclerc va quand même vous répondre. Tout ce que vous avez voulu savoir, l'ERA et l'ESC vu de l'intérieur. Merci Christophe. C'est une question qui n'est pas souvent traitée et j'ai participé à la rédaction de cette question. On voulait lui demander comment il savait ça, comment ça se passait. Donc on a vraiment la bonne personne pour répondre. Président de l'ERA, président de l'IGESFC. Oui, en effet, j'ai eu l'honneur d'être président de l'ERA jusqu'au mois de septembre 2022. Et je suis actuellement, donc j'ai été élu cette année grâce au soutien notamment des Français, vice-président de l'ESC. Alors déjà, une petite précision, quand vous êtes vice-président de l'ESC, vous ne devenez pas président de l'ESC. Au CNCH, quand on est vice-président, on devient président. Là non, il y a 3 vice-présidents et celui qui devient président, c'est le président élect. Donc beaucoup pensent que je vais être président de l'ESC, mais non, c'est pas le fait. Alors, bon, je n'ai pas de déclaration. Alors, je vais vous présenter d'abord l'ESC, la Société Européenne de Cardiologie. C'est une société qui a été créée il y a 50 ans. Et bon, le but, vous savez que chaque société savante a une mission, et là, c'est de réduire la charge donc, des maladies cardiovasculaires. Il n'y a rien d'étonnant. Il faut savoir que ça regroupe énormément de pays. Elle s'appelle Société Européenne, mais ce n'est pas que la Société Européenne. Vous avez 57 sociétés nationales de l'Europe, mais aussi donc, du bassin méditerranéen. Il y a nos amis du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie. Il y a aussi 47 sociétés affiliées. Alors là, c'est tout ce qui est Japon, Argentine, Brésil. Et vous avez à peu près aujourd'hui 100 000 personnes donc, qui sont membres de la Société Européenne de Cardiologie. Et ça regroupe un petit peu, comme toutes les sociétés savantes, toutes les surspécialités. Alors il y a 7 associations, donc, qui sont les associations insuffisance cardiaque, imagerie, prévention, rythmologie bien sûr, les paramédicaux. Et les soins intensifs. Vous avez 15 groupes de travaux, les working groups, et 7 councils qui sont plutôt des structures, je dirais, transversales. Par exemple, vous avez le Council of Stroke, donc qui prend des cardiologues, bien sûr, mais également des neurologues, des spécialistes de l'hémostase, etc. Donc c'est une immense structure, vous voyez, avec près de 7000 membres. Alors, on est tous volontaires. Personne n'est payé lorsque vous travaillez pour l'ESC. Ce qui d'ailleurs, en France, en tout cas, pour les gens comme moi qui sont dans le secteur public, ça ne pose pas de problème. J'avais quand même prévenu ma direction que j'allais être absent à peu près 1 jour par semaine et ma directrice générale a été très gentille en me disant qu'elle ne me réduirait pas mon salaire. Donc dans les structures publiques, ça ne pose pas de problème, mais chez nos collègues allemands, par exemple, même dans les hôpitaux publics, eh bien, si vous n'êtes pas là, on vous enlève 1 jour de salaire. Donc, et vous n'êtes pas compensé par l'ESC. Donc on est vraiment volontaire, on ne touche rien. Au total, il y a 2000 personnes qui sont dites volontaires, donc qui participent à toutes les commissions, la construction des congrès, etc. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde. Dans les comités, on est 5000 à contribuer aux activités. Alors les activités, c'est tout ce qui est cours, congrès, groupe de réflexion, etc. Et puis vous voyez, on a un staff, comme on dit en mauvais français. Donc vous savez que le siège est à Sophie Antipolis, du côté de Nice.
qui avait été d'ailleurs une grande bataille à l'époque, parce que les Allemands voulaient le mettre en Allemagne. Michel Bertrand, à l'époque, était président de la Société européenne de cardiologie, donc il l'a mis à Sophia Antipolis, dans un très joli domaine. Et il y a 200 personnes qui travaillent à la Société européenne. Et il faut savoir que pour que la Société européenne vive déjà de manière basique entre tout ce qui est dépenses de personnel, la maison du cœur, etc., c'est un budget de 20 millions d'euros. Vous voyez, c'est une énorme structure. Alors, voici le board. Alors, le board, il est extrêmement nombreux. Vous avez des gens qui font partie du management group. Alors, le management group, c'est un peu le super board, on dira. Donc, vous avez un président. Cette fois-ci, c'est Franz Weindinger, qui est un Autrichien. Le vice-président, c'est Stefan Arenbach, donc un Allemand. Le président-elect, c'est Thomas Lüscher. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est celui qui était éditeur en chef de European Journal, qui était suisse et maintenant qui a migré en Angleterre. La secrétaire trésorière, c'est Cecilia Linde. Et puis, bon, on a 3 vice-présidents. Donc, j'ai l'honneur d'en être un des 3. Il y a Stéphane Windecker, qui est un cardiologue interventionnel de Suisse, et puis Massimo Pippioli, qui est plutôt prévention d'Italie. Et puis, vous avez des gens qui nous conseillent. Il y a Anis Nassif, qui s'occupe beaucoup des finances. Il y a Heinrich Kollem, qui est plutôt régulation. Et puis, notre CEO, c'est Isabelle Bardinet, donc qui est là depuis... C'est le PDG, entre guillemets, de la Société européenne. Vous avez des gens qui ont également été élus, et les élections ont lieu tous les 2 ans. Alors, j'ai mis des petits drapeaux français parce que je suis content, parce que je ne suis pas tout seul. La fois dernière, j'étais tout seul au board. Je me trouvais un peu isolé. Le prénom le plus commun au dernier board, c'était Stéphane. Mais pas Stéphane à la française, Stéphane à l'allemande ou à la hollandaise. Parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait aussi également beaucoup d'Anglais. Donc, Victor a été élu comme conseiller. Et vous voyez, donc, il y a 6 conseillers au total. Et puis, vous avez les représentants des différentes associations, donc paramédicaux, soins intensifs, l'imagerie, la rythmologie, la prévention, la cardiologie interventionnelle et l'insuffisance cardiaque. Et puis, vous avez des comités en dessous. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des comités qui sont particulièrement importants. Par exemple, celui qui s'occupe du congrès de l'ESC. Vous avez maintenant des congrès sur le digital, vous avez l'éducation, vous avez les guidelines. C'est Madame Prescott, la deuxième, Eva Prescott, qui s'occupe des guidelines. Vous savez que l'ESC produit 4 guidelines à peu près par an. Et puis dans ces comités, ça me fait très plaisir parce qu'il y a Bernard Young, que vous connaissez, qui est aussi le président-élect de la Société française de cardiologie, qui a hérité de par son expertise d'un comité qui est extrêmement important, c'est les registres. Et ça, c'est extrêmement bien, je dirais, pour la France, c'est que Bernard a été choisi par Franz Weindinger pour être responsable des registres, et vous connaissez le professionnalisme et la rigueur de Bernard dans ce domaine. Voilà, donc un petit peu, vous voyez, donc tous ces gens-là se retrouvent à peu près 3-4 fois par an, puis on discute tous ensemble de différents points, mais il y a 2 niveaux quand même. Il y a le management group qui est quand même, je dirais, le bras armé, et puis le board donc, qui discute, mais qui est en deuxième intention. Alors voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis au niveau administratif, il y a Isabelle Bardinet, donc, qui est la PDG, la CEO, et puis il y a 5 directeurs. Et puis, donc je vous ai dit, au total, c'est 200 personnes, c'est une énorme structure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des congrès. Alors bien sûr, vous savez que le congrès de l'ESC, c'est le plus grand congrès cardiologique au monde aujourd'hui. Avec le Covid, on a un petit peu baissé notre fréquentation. Le dernier congrès sur site, c'était à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, on avait battu les records. C'était 35 000 personnes. Je pense que Paris, qui est quand même la plus belle ville du monde, avait aussi joué un petit peu pour ça. Mais enfin, donc c'était vraiment un congrès énorme. Et là, cette année, on est sur site, on est redescendu à un chiffre de 19 000 à Barcelone, mais ce qui est déjà un grand succès. Puis vous avez toutes les surspécialités qui font leur congrès. Je sais que Jérôme va au congrès d'IRA. Je pense que tu vas, toi, à EuroPCR, parce que c'est la Société Europa qui l'organise, etc. Vous avez, quand vous êtes membre de l'ESC, quand vous êtes membre de la SFC, vous êtes obligatoirement membre de l'ESC. Vous avez je ne sais pas si vous connaissez, mais un portfolio éducatif qui est exceptionnel. Vous avez bien sûr des webinars, des courses, vous avez pour ceux qui veulent vraiment aller très loin au niveau des masters, on vous offre même des possibilités de faire ce qu'on appelle des post-graduate courses. Et puis vous avez cette plateforme Esquel où vous avez des cours de différents niveaux qui est facilement accessible. Et puis vous avez ce fameux ISC 365, si vous le connaissez, qui vous redonne tous les congrès.
Alors bon, je vais vous passer, bien sûr, on a beaucoup de registres, hein, vous avez vu, il y a 21 registres actuellement, et c'est Bernard donc, qui s'en occupe. Il y a un bureau à Bruxelles pour essayer d'influencer la politique européenne sur les questions de santé. Par exemple, un exemple aujourd'hui, ce bureau travaille sur ce qu'on appelle le MDR. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le MDR. Le MDR, pour les jeunes, c'est mort de rire. Mais là, c'est pas du tout mort de rire, c'est une nouvelle invention de Bruxelles qui, en plus du marquage CE, met des bâtons dans les roues pour qu'on ait l'approbation des nouvelles thérapies. Et c'est un parcours qui peut prendre 18 mois à 2 ans. Et ce qui nous inquiète, nous, beaucoup, c'est qu'on va avoir les nouveaux produits très en retard par rapport à nos collègues américains ou asiatiques. Et ça, c'est une préoccupation extrêmement majeure. Bon, il y a 17 journaux. Le premier, c'est European Heart Journal, hein, qui a un impact factor à près de 29. Et puis, je vous l'ai dit, on fait des guidelines. On fait aussi des certifications. Alors, en France, ça ne nous concerne pas trop parce que, par exemple, pour être rythmologue, il faut avoir... enfin, il fallait à l'époque, parce que sinon, je vais me faire encore disputer par Franck, mais il fallait le DU. Alors aujourd'hui, c'est plus le DU, c'est les options. Mais par exemple, en Suisse, ils demandent systématiquement la certification IRA pour exercer la profession de rythmologue. Et pour les plus jeunes qui sont là, c'est vraiment un plus. Alors elle n'est pas facile, elle est en anglais, mais c'est important. Et puis il y a une implication des patients extrêmement importante maintenant. Ils ont ce qu'ils appellent un patient forum. Et là, c'est vraiment des patients donc, qui sont impliqués dans beaucoup d'activités. Notamment, on les a impliqués pour la première fois dans les guidelines de l'insuffisance cardiaque. Et maintenant, les patients vont être impliqués. Je crois que c'est extrêmement important. Attends, excusez-moi, je suis dans le mauvais sens. Hop. Alors, la France là-dessus. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que ça a été. Je dois avouer que j'ai eu quelques prédécesseurs qui n'étaient pas très européens. La France a un petit peu ce côté village gaulois, hein, voilà, on met nos barricades et puis méchants à côté. Je pense que c'est une erreur parce que quand on n'est pas là, eh ben on est sous-représenté. Alors donc aujourd'hui, je vous ai dit, on est 3 au board, on a 8 personnes qui sont membres des boards des associations. Pour les councils, c'est 4, pour les groupes de travaux, c'est 6, on a 15 qui sont dans les comités, on a 28 dans les editorial boards, et puis cette année, on a réussi à avoir 15 nouveaux fellows. Hein. Pour être fellow de l'ESC, il y a un parcours à faire. Il y a un parcours soit pédagogique, soit clinique, soit scientifique. Et donc là aussi, on va remonter. L'année dernière, il n'y avait qu'un fellow français. Et je pense que si on n'est pas présent, ben, on n'aura pas beaucoup de voix, parce que je pense que de plus en plus, l'ESC va prendre de la place. Donc, je vous ai dit, quand vous êtes membre de l'SFC, vous êtes membre de l'ESC. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est une machine qui est extrêmement importante. On a des discussions intéressantes quand on est management groupe. Hier, on a discuté budget. Alors c'est pas toujours très drôle parce qu'on a vu qu'on était un peu négatif et qu'il va falloir faire des coupes. Mais on discute aussi beaucoup sur la politique et sur la défense de la profession. Alors IRA, c'est European Heart Tourism Association. Alors c'est une association, c'est la première association qui a été créée au niveau de l'ESC. Donc on appartient à l'ESC et IRA... je dirais, n'a pas d'entité légale, c'est l'ESC qui a une entité légale. Donc bien évidemment, pour les rythmologues, c'est de réduire la mort subite et de limiter l'impact des troubles du rythme. Alors voilà le nouveau board, hein, donc moi je suis président, José Merino, qui est espagnol, donc, est le président, et Helmut, qui est autrichien, est le futur président. Et puis vous avez un trésorier, un secrétaire. Vous avez également présent l'éditeur en chef de l'UPI Européenne, donc c'est Gert Hendricks, et puis ça va changer, ça va être Angelo Riccio. Alors c'est important d'être à des positions importantes comme ça, parce que aujourd'hui il y a Serge Boveda de Toulouse, que vous connaissez certainement, qui est responsable du congrès IRA. Et Jean-Claude Darrault est là, il y a également 10 Français. Alors, il ne faut pas faire, quand on est président, bien évidemment, mettre que ses petits copains, etc. Il faut qu'on... C'est compliqué parce qu'il faut choisir les pays, il faut faire... Alors maintenant, il y a aussi le gender balance, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut... On a 27% de femmes à IRA, donc donner qu'il y en ait au moins 30% qui soient présentes. Mais je crois que c'est extrêmement important, et si les gens ne sont pas dans les instances, ben, votre pays n'est pas représenté. Voilà, donc IRA, voilà, c'est un congrès. Alors, il faut savoir que l'année dernière, on avait pris le pari aussi, un petit peu comme on l'avait fait pour les journées européennes, de réaliser le congrès en présentiel à Copenhague en plein Covid. Je ne vous cache pas, quand j'ai pris la décision, alors mon board m'avait suivi, mais au niveau de la cellule congrès de l'ESC, ils pensaient que j'étais un petit peu fou. Mais en fait, ça s'est très bien passé. En plus, c'était à Copenhague où il n'y avait pas de restrictions. On m'a demandé de faire un suivi des gens qui avaient le Covid. Là, en rentrant,
Alors là, il y a un truc que j'aime pas, mais alors qui m'a sauvé, c'est le RGPD. Parce que grâce au RGPD, vous n'avez pas le droit de demander aux gens des informations sur leur état de santé. Mais bon, je sais qu'en Allemagne, alors les Allemands ont peut-être fait plus la fête que les Français, mais en Allemagne, il y en a quelques-uns qui sont venus avec le Covid. Mais enfin, bon, tout s'est bien passé et ça a permis de relancer la dynamique des congrès au niveau européen. Vous voyez qu'on est quand même 4000 membres et tous les membres sont payants. Alors la cotisation, elle n'est pas excessive. Hein. Pour les jeunes, elle est à 45 €, moins de 40 ans, et puis pour les plus vieux, elle est à 100 €. Mais là aussi, vous avez accès à énormément de possibilités de formation, des fellowship programmes, notamment pour les plus jeunes. Hein. Vous pouvez également faire des fellowship programmes dits d'observation, c'est-à-dire que vous avez 3 semaines ou 1 mois, hein, c'est financé par IRA, pour aller voir comment travaille Leipzig, comment travaille Milan, comment travaillent d'autres villes. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire. Je crois que c'est important qu'on ait une position importante au niveau de la France, au niveau de la société européenne. Regardez le site si vous n'êtes pas membre, alors il y a différents memberships comme on dit, regardez si vous n'êtes pas membre de la SFC, mais notamment pour les plus jeunes, il y a vraiment un portfolio d'éducation qui est extrêmement important. Et puis aussi, on a de plus en plus aujourd'hui de cours dédiés aux paramédicaux, et à IRA par exemple, on a une certification pour les paramédicaux qui existe aujourd'hui et qui, pareil, dans certains pays est obligatoire pour exercer la profession d'infirmière ou d'infirmière en rythmologie. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe. Tu manques pas de travail. Je voudrais quand même te poser une question qui inquiète un petit peu finalement. Pourquoi d'emblée on laisse s'instaurer la possibilité d'un retard entre l'Europe et les États-Unis par le biais de cette commission MDR? Est-ce que c'est vous-même qui vous saisissez des nouvelles thérapeutiques ou bien comment ça se passe et pourquoi vous mettez des barrières? C'est vous? Je ne mets pas de barrières. C'est la complexité européenne qui fait ça. Moi, je me bats contre les barrières, au contraire. Non, en fait, c'est parti des problèmes de prothèses mammaires. Vous vous souvenez, il y a eu un grand scandale avec les prothèses mammaires en Europe, et donc c'est parti de là. En fait, donc ils ont voulu mettre des garde-fous entre guillemets, mais en fait ils ont complexifié énormément les choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment une inquiétude parce qu'on va avoir les produits beaucoup plus tard. Voilà, donc on va conclure cette session. Merci beaucoup pour chacun des intervenants, et donc on va laisser la place à la suite. Voilà. Petite pause. Voilà, vous avez le droit à une petite pause.